Bienvenue à cette 26e édition du PAD Paris Design and Art, et on se retrouve au Jardin des Tuileries qui, comme chaque année, accueille ce salon mondialement connu. Entre mobilier inédit de grands designers et œuvres d'art de renom, le PAD est vraiment une mine d'or pour les passionnés d'art et de design. Mais alors en quoi le PAD est-il si important et pourquoi est-il vraiment exceptionnel? Venez donc découvrir avec moi les pièces maîtresses de ce salon en ce samedi 6 avril 2024. Bienvenue sur cette vidéo de la chaîne Noah's Design, si ce type de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Mais alors tout d'abord, le PAD, qu'est-ce que c'est? Alors le PAD, c'est un événement annuel toujours très attendu des passionnés d'art et de design. Il se tient à 2 reprises dans l'année, une fois à Paris, donc celui qu'on va visiter, et une fois à Londres. Lors de sa création en 1998, il est le premier salon dédié au design au monde, et établit depuis lors les aspirations du design de l'année à suivre, tout en proposant toujours des pièces à l'esthétique actuelle et intemporelle. Il mêle donc des éléments historiques à des pièces beaucoup plus contemporaines, donc on ressort de là vraiment avec une vue d'ensemble sur le design, toujours en s'engageant vraiment à ne présenter que le meilleur, quoi. Donc vous l'aurez compris, c'est vraiment un événement déterminant dans le monde de l'art et du design. Maintenant que vous en savez un peu plus sur ce salon, place à la visite. Donc tout au long de la visite, j'ai vu plusieurs pièces qui m'ont particulièrement intéressé et attiré, donc je vous propose dans cette vidéo de vous les présenter. Et ça va aussi nous permettre de découvrir les différentes galeries qui étaient présentes au PAD. On commence avec la galerie Downtown qui occupait le premier stand de l'exposition. Donc cette galerie a été créée dans les années 80 par François Lafanour et expose du mobilier d'architecte du XXe siècle. Et c'est vrai que ces pièces ne connaissaient pas encore forcément un succès immense dans ces années-là, donc la galerie Downtown a vraiment su le remettre en tendance. Et cette galerie travaille à partir des archives de la galerie Stepe Simons, qui éditait entre 1956 et 1974 un grand panel de mobilier d'architectes, et notamment les œuvres de Isamu Noguchi, Jean Prouvé, Le Corbusier ou Charlotte Perriand. Sur ce stand, on avait donc l'une des pièces les plus connues sûrement du design du XXe siècle, le canapé Ours Polaire de Jean Royer. Donc Jean Royer, c'est un designer du XXe siècle qui est aujourd'hui extrêmement connu, et c'est notamment grâce à 2 œuvres en particulier. Donc on a tout d'abord les lampes lianes, que vous avez certainement déjà vues, et qui sont vraiment très modernes pour l'époque, avec une forme assez organique comme ça, qui reprend donc l'esthétique logiquement des lianes, tout en utilisant des matériaux modernes comme le métal. Et bien sûr avec ça on a le canapé Ours Polaire, qui était d'ailleurs initialement appelé le canapé Boule. D'ailleurs, petite anecdote amusante, ce canapé qui vaut aujourd'hui plusieurs centaines de milliers d'euros a initialement été pensé pour redécorer l'appartement de sa mère, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris. L'exemplaire présent au PAD était dans une teinte violacée, mais sa déclinaison la plus connue est sûrement la beige blanche. D'ailleurs, Jennifer Aniston, l'actrice de Rachel dans Friends, a l'un de ses canapés chez elle à Los Angeles qu'elle a dévoilé à l'occasion d'une visite de sa maison par Architectural Digest. Mais ce canapé n'était pas la seule icône du design présentée par cette galerie, puisqu'en effet il présentait également des Office Cane Chairs, modèles dessinés vers 1955-56 par Pierre Jeanneret. Alors Pierre Jeanneret, on l'oublie souvent, mais c'est un cousin et proche de Charles-Édouard Jeanneret, autrement dit Le Corbusier. D'ailleurs en 1926, ils publient ensemble un manifeste intitulé 5 points vers une nouvelle architecture, et qui va vraiment définir leur ligne de conduite tout au long de leur carrière. Un autre point important sur ce designer, c'est qu'il a quand même séjourné 15 ans en Inde, où il a développé l'architecture de Chandibar, qui présente vraiment quelque chose de tout à fait nouveau pour l'époque, c'est vraiment moderne. Et en parallèle de ce métier d'architecte, il s'essaye aussi au design minimaliste, et ça donne finalement des choses comme cette chaise-là, qui n'a pas besoin de support pour faire tenir le dossier. Et c'est finalement comme ça, en rompant les codes, que cette chaise est devenue une icône du design. Allez, maintenant on passe à la prochaine galerie, Maison Jaune Studio. Il s'agit d'une galerie parisienne qui propose des pièces de design qui mêlent passé et présent, et bien sûr, dans une ambiance plutôt jaune. Et parmi ces différentes pièces qu'il proposait, on pouvait retrouver une Akari lampe de Isamu Noguchi. Alors cette lampe est aujourd'hui vraiment très connue, vous l'avez sûrement déjà vue. Et vous avez peut-être aussi remarqué qu'elle est déclinable en plusieurs formats et en différentes versions. Et en fait c'est tout à fait normal puisqu'elle s'intègre dans une collection entière qui s'appelle Akari Light Sculptures,
qui est paru en 1951. Le designer est donc Isamu Noguchi, qui est un artiste, sculpteur et designer américano-japonais. Il est né au Japon et est venu s'installer dans les années 20 à l'adolescence en Amérique. Alors ce qui est assez amusant, c'est qu'il commence par suivre des cours de médecine, des études de médecine, et il suit des cours de sculpture en parallèle. Et puis un peu plus tard, dans les années 20, il étudie à la Leonardo da Vinci Art School de New York, où il découvre vraiment toute une société occidentale qu'il trouve moderne et inspirante. Et ce qui est intéressant dans le travail de ce designer, c'est que les influences de la sculpture sont bien présentes dans son travail, et ça c'est tout à fait reflété dans les lampes Akari, qui sont faites en papier washi. Donc le papier washi, ça veut dire littéralement papier japonais. C'est un papier typique du Japon qui est produit depuis le 7e siècle, et il est conçu à partir des fibres de mûrier à papier, qui est un arbre qui pousse en Asie. Bon allez, on enchaîne maintenant, je vais vous parler des fauteuils Discoteca, que présente aussi Maison Jaune Studio. Ces fauteuils sont le résultat de la collaboration entre Cesare Casali et Emanuele Ponzio en 1968. Alors c'est deux designers italiens qui avaient déjà travaillé ensemble pour créer notamment des luminaires. Et ces fauteuils ont une histoire tout à fait particulière, puisqu'ils ont été conçus pour meubler la discothèque Il Grifoncino dans la ville italienne de Bolzano. Et c'est pour ça que le rendu est assez étonnant. Donc on avait un mobilier en plastique pour refléter les jeux de lumière dans la discothèque, avec des couleurs vives, donc initialement du fuchsia, du bleu, du vert et du violet. Tout ça pour donner un esprit pop au design qui aille bien avec l'ambiance. Donc voilà, j'ai choisi de vous les présenter parce que je trouve que c'est des pièces de design tout à fait originales. Alors maintenant je vais faire une petite parenthèse sur Ettore Sottsass, puisqu'il y avait une énorme stèle de ce designer qui était présente au PAD. Il est tout d'abord connu pour être le créateur initial du groupe Memphis en 1981, qui s'est d'ailleurs développé en un mouvement tout entier. Mais il a aussi fait beaucoup de choses avant. Peu après la Seconde Guerre mondiale, il a ouvert son propre studio de design à Milan. En 1956, il se rend à New York où il découvre le mouvement pop et toute la société de consommation. Pendant plus de 10 ans, il travaille alors chez Poltranova, qu'il va développer avec un mobilier original et moderne. Et c'est dans ce cadre qu'en 1971 sort la série Mobili Grigi, où figure notamment le très connu miroir Ultra Fragola. Parallèlement à ça, Ettore Sottsass s'intéresse aussi à la céramique et va réaliser plusieurs séries limitées et travailler avec différentes galeries. Et c'est par exemple comme ça que naît des totems comme celui qu'on a au PAD. Dans les années 60, il s'engage aussi dans le mouvement anti-design, qui dénonce le design comme quelque chose qui participe au consumérisme, en expliquant que normalement le design ne devrait pas entrer dans cette catégorie. Et c'est en 1981 qu'il fonde le groupe Memphis, soutenu financièrement par le patron d'Artemide, Ernesto Gismondi. Alors ce groupe, ça vise finalement une utopie, ça veut explorer différentes possibilités. On y cherche des formes nouvelles, des couleurs vives, on y privilégie des matériaux simples, et on veut vraiment un esprit joyeux dans les différents designs de ce groupe. Et c'est comme ça que Ettore Sottsass acquiert une très grande notoriété, puisque ce groupe Memphis a été très médiatisé. Si on doit retenir l'une des principales œuvres de ce groupe, on peut par exemple penser à la bibliothèque Carlton, qui a eu un succès très important. Mais cette période où Ettore Sottsass participe au groupe Memphis est finalement assez courte, puisqu'en 1985, il quitte le groupe pour se consacrer à son agence personnelle, Sottsass Associati. Il travaille alors pour différents éditeurs, donc Knoll, Cassina, Alessi, et a même travaillé pour Apple. Donc Ettore Sottsass a fait vraiment un nombre important de choses diverses et variées au cours de sa carrière, et c'est pour ça que je voulais en parler dans cette vidéo. Prochaine galerie qu'on va visiter, c'est la galerie du designer indépendant Willy Rizzo, et on va notamment s'intéresser aux chaises modèles SQ qui ont été créées dans les années 70 et qui sont certainement l'une de ses œuvres les plus connues. Quelques petits points cependant sur Willy Rizzo. Avant d'être un designer, il était photographe, vraiment passionné depuis l'enfance. Il est né en 1922 et dès la vingtaine, il intègre des studios de photographie et se développe assez vite dans le métier, puisque en 1945 et 1946, il va couvrir le procès de Nuremberg. Entre 1945 et 1950, il continue cette activité de photographe. Il va notamment faire des reportages en Tunisie, mais aussi couvrir le premier festival de Cannes en 1946. Et il réalise aussi la première couverture couleur avec Paris Match, avec une photo de Churchill. Puis en 1952, il couvre également la guerre d'Indochine. En 1959, il devient le directeur artistique de Marie Claire et travaille également avec Vogue. En parallèle de ça, il continue à photographier de très nombreuses stars de l'époque, donc on a Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, etc. Et au même moment, il réalise la très connue couverture de Yves Saint Laurent avec sa muse Victoire.
Je vous promets que c'est la dernière date, en 1968, il se met enfin à son compte et devient alors designer et laisse un petit peu la photo de côté. Donc il déménage à Rome et pendant cette période, il réalise de nombreuses pièces de design, donc celles qu'on a encore aujourd'hui. Puis 10 ans après, il va revenir à Paris pour revenir à sa première passion, la photographie. Et c'est donc pendant cette période à Rome qu'il crée ces fameuses chaises modèle SQ. Elles sont déclinables en plusieurs versions, avec accoudoir ou non, dans plusieurs tissus, etc. Et il crée aussi des designs un petit peu plus singuliers, comme par exemple cette chaîne hi-fi qui est assez incroyable. Alors il s'agit du modèle C105 et qui inclut toute une table de mixage avec un tourne-disque, etc. Et avec tout un pied assez massif en inox, donc vraiment dans l'esprit des années 70. Donc voilà, Willy Rizzo c'est vraiment une personnalité artistique très polyvalente et c'est ce qui fait tout l'intérêt qu'on a encore aujourd'hui pour ce designer. Galerie suivante. Donc on va maintenant parler de Mass Modern Design. Alors il s'agit d'une galerie créée par Étienne Frégin qui a commencé à collectionner très jeune. Avec le temps, il se spécialise dans le design du milieu du XXe siècle et s'intéresse notamment au design brésilien, néerlandais et italien. Et parmi les différentes choses qu'il présentait, on avait cette bibliothèque LB7 de Franco Albini qui a été créée dans les années 50. Donc cette bibliothèque est une bibliothèque modulable, donc on peut vraiment la ranger comme on veut, en rajoutant des étagères, des caissons. Et ce qui est vraiment sympa avec ce modèle, c'est qu'elle va de tout en bas à tout en haut, soutenue directement par le plafond et le sol. Donc elle a vraiment une esthétique originale, et la structure est en bois de teck, donc qui est connu pour être vraiment résistant et qui tient dans le temps, et qui d'ailleurs ne craint pas les rayons du soleil. Et les supports en haut et en bas qui tiennent toute la structure sont eux en métal. Alors par rapport à Franco Albini, il s'agit d'un designer et architecte d'intérieur du XXe siècle. Il fait partie du nationalisme italien. C'est un mouvement apparu à la fin des années 20 en Italie et qui s'appuie vraiment sur des matériaux très simples avec des lignes aussi assez simples et radicales. Et d'ailleurs il a été vite contesté puisqu'on a dit qu'il limitait trop l'imagination. Finalement presque trop simple. Alors d'ailleurs en face de cette bibliothèque, la galerie avait exposé deux autres œuvres de ce designer. Il s'agit des fauteuils Fiorenza de 1952, qui reste aujourd'hui l'une des œuvres les plus connues du designer. Alors maintenant je vais vous proposer de découvrir une galerie que j'ai particulièrement appréciée, la galerie Brasil Moderniste. Alors il s'agit d'une toute jeune galerie créée en 2021 par Carolini Pereira et Vladimir Matisse. Et il présente des œuvres iconiques du mouvement moderniste brésilien. Mais avec ça, il propose aussi des créations contemporaines et indigènes trouvées au cours de leurs différents voyages au Brésil et en Amazonie. Et alors bien sûr dans cette galerie, on avait une chaise Alta de Oscar Niemeyer et sa fille Anna Niemeyer. Alors exactement, il s'agit de la chaise Lounge Alta créée en 1971 et c'est l'une des premières créations de Oscar Niemeyer avec sa fille Anna Maria. Cette pièce est rapidement devenue incontournable avec une esthétique vraiment originale, très fluide, etc. avec cette forme là en métal qui tient tout le fauteuil. Alors d'ailleurs même si ce fauteuil avec la structure en métal est la version la plus connue, il en existe aussi une en bois. Alors je vais revenir un petit peu sur Oscar Niemeyer parce que c'est quand même l'un des principaux architectes brésiliens. Donc voilà, avant d'être un designer, il est architecte. Il a eu une très longue vie, il a vécu 104 ans, né en 1907. Il s'inscrit dans les courants du style international pendant les 30 Glorieuses, qui s'épanouit avec les nouvelles méthodes de construction, avec l'acier et le verre notamment. Mais au-delà de s'inscrire dans le style international, il est aussi évidemment connu pour être l'un des représentants de l'architecture moderne et vise à rétablir un accord entre industrialisme, société et nature. Vous devez sûrement connaître quelques constructions ou œuvres d'Oscar Niemeyer, puisqu'il y en a un sacré nombre. Alors tout d'abord, il y a de nombreuses constructions de lui à Brasilia, notamment Notre-Dame de l'Apparition, vraiment qui est une église comme on n'en a jamais vu. Mais aussi le Palácio Alvorada, ou le Congrès national brésilien. Et toujours avec un style vraiment radical, quoi, assez impressionnant. Quand on voit une architecture d'Oscar Niemeyer, on sait tout de suite la reconnaître. Il a aussi créé le musée d'art contemporain de Niterói et a aussi créé plusieurs ouvrages en France, notamment au Havre, le Volcan, qui est la scène nationale du Havre. Volcan bien sûr pour reprendre la forme du volcan naturel. Et a aussi imaginé le siège du Parti communiste à Paris. Et alors bien sûr l'une de ses architectures les plus connues, c'est bien son domicile personnel, la Casa das Canoas à Rio.
le parfait accord entre l'architecture et la nature. Et d'ailleurs, on arrive là au paroxysme de cette idée, avec notamment la piscine qui a épousé les rochers de la falaise sur laquelle est construite la maison. Et tout ça avec des courbes très fluides, etc. Donc Niemeyer est vraiment l'un des architectes les plus marquants de son temps. Alors une galerie super intéressante, c'est Théorème. Et c'est en fait une maison d'édition qui encourage les jeunes designers. Et ils travaillent sur les matériaux pour donner quelque chose vraiment d'assez sculptural, assez féerique, enfin c'est assez impressionnant. Et ça donne des choses par exemple comme cette table qui est assez exceptionnelle. C'est vraiment subtil, fin, élégant. Et par exemple, la galeriste nous expliquait que le plateau de verre sur cette table avait été composé en fonction du pierre en bois. Donc je voulais en parler dans cette vidéo parce que je trouve ça assez intéressant. Allez, maintenant la galerie Damien Tisson, qui est une galerie dans le 6e arrondissement de Paris depuis 15 ans. Alors ils sont spécialisés dans le design des années 40 à 70. Et cette année, au MAD, ils se concentrent sur le design italien. Et paradoxalement, moi je vais vous présenter l'une des pièces françaises qu'ils avaient, l'escalier M400 de Roger Talon créé en 1964 et qui est vraiment devenu emblématique du design contemporain. Mais avant tout, Roger Talon c'est un designer industriel. Il a notamment travaillé avec Peugeot, Kodak, Frigidaire qui initialement est une marque de réfrigérateur. Et d'ailleurs, anecdote amusante, c'est lui qui a trouvé le nom des Minitel, qui veut en fait dire, je vais lire, médium interactif par numérisation d'informations téléphoniques. Il conçoit aussi un projet d'aménagement des cabines Air France et conçoit l'aménagement de plusieurs trains. Et parmi ces derniers, il a notamment travaillé sur l'Eurostar en 1987. Ce designer industriel a donc remporté plusieurs prix et il est vraiment considéré comme une référence dans le design industriel. Mais à côté de ça, il laisse donc cet escalier M400 qui est assez impressionnant puisqu'il tient vraiment comme en lévitation dans les airs. Je vais vous présenter rapidement la Maison Parisienne, qui est une galerie nomade à Paris. Créée en 2008, elle choisit des pièces qui témoignent du savoir-faire français et travaille la matière de manière assez inhabituelle. Et ça donne par exemple des choses comme ce banc, qui est en fait un ruban de Mobius, donc c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule face sur le tout. Allez, dernière galerie, on tient le bout, la galerie Després-Bréhéret. Alors c'est une galerie qui s'intéresse au design historique du XXe siècle. Et pour conclure cette vidéo, on va terminer sur Pierre Paulin. Donc vous l'aurez reconnu ou pas, il s'agit du fauteuil Pacha, créé en 1975 et qui illustre très bien le style de Pierre Paulin. Pierre Paulin, designer qui a créé plusieurs des fauteuils les plus connus du XXe siècle, le Mushroom, le Groovy ou le Oyster. Ce fauteuil a un style assez révolutionnaire dont Pierre Paulin est l'initiateur à la sortie de la guerre. En fait, on cherche vraiment quelque chose de plus réconfortant, de joyeux, de léger, donc ça donne lieu à des courbes assez douces pour oublier l'austérité d'après-guerre. Alors aussi, quelque chose d'important à retenir sur Pierre Paulin, c'est qu'il est l'un des premiers à créer des assises basses. En effet, le confort est de plus en plus pris en compte dans les créations des designers, et il fait partie de ceux qui ont vraiment ouvert la porte au design actuel. Donc voilà pour cette visite du PAD 2024, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez découvert différentes galeries, différents designers que vous ne connaissiez pas avant. Merci à vous et sur ce, je vous dis à très bientôt.